Aujourd'hui, c'est une lecture en galerie un peu particulière parce qu'on va lire, Hélène va lire, un texte qui fait partie de l'exposition et qui s'appelle Égographie, que j'ai écrit. Et vous verrez à l'issue de cette expérience que ce texte relie l'ensemble des pièces, des images qui se trouvent autour de vous. Vous l'avez peut-être vu, ce texte, il existe dans l'expo, il est sous forme de carnet, en lévitation dans la vitrine. Et c'est Anne Sigel qui m'a fait le plaisir de faire la reliure de cet objet, donc qui existe, et qui existe aussi dans le catalogue d'expo, qui est disponible. Ce texte, il a une histoire particulière. Il existe parce qu'Hélène, avant l'été, m'a dit « Je fais la lecture si c'est toi qui écris le texte ». C'était une sacrée pression. Mais ce texte, il existe aussi parce que j'ai bénéficié d'une résidence d'écriture cet été. Benjamin m'a organisé une résidence d'écriture en Italie cet été qui était parfaite. Donc je pouvais vraiment pas me déballonner et il fallait vraiment que j'aille au bout de l'expérience. Et ce texte, il existe enfin parce que j'ai fini par m'autoriser à l'écrire. Donc c'était vraiment une expérience particulière. Je suis contente qu'Hélène vous le livre aujourd'hui. C'est un texte, vous verrez, qui est très personnel, mais il y a des accents assez universels dedans. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne lecture. À tout à l'heure. Et merci à Bénédicte pour son courage et son talent. Je suis une fille. Je mesure 47 cm et pèse 2,760 kg. J'ai l'air d'une crevette dans mon pyjama orange. Ma mère me couvre comme une louve. Mon père me regarde comme une reine. La vie est une guimauve douce et colorée. Je suis le centre du monde. Et il faut dire que j'ai soigné mon entrée, j'ai attendu que mon père souffle ses 24 bougies pour débouler en fanfare le lendemain matin, dépotrominé, après une nuit de suspense. Départ en mode rallye dans la R8, direction Dijon, la valise de ma mère et une bouteille de champagne à l'arrière. J'ai 5 ans, vacances d'été chez mes grands-parents maternels à la ferme. Mon grand-père nous embarque avec mes cousins dans des aventures extraordinaires qui nourrissent mon imaginaire au milieu des vaches et des cochons et sur des engins colossaux pendant la moisson. Je vis dans l'univers de Lewis Carroll. Ma grand-mère s'occupe du quotidien, de nos goûters généreux en tartines, pain, beurre, chocolat, de nos petits déjeuners avec du lait frais de l'étable, peau comprise. C'est une femme de caractère, comme on dit. Une femme dans un monde d'hommes, dont la vie de mère s'est brisée sur un trottoir par une nuit pluvieuse. Une femme en deuil, inconsolable de la perte d'un fils qui s'est construit une carapace pour rester parmi les vivants. Une femme forte sous sa blouse, avec une poitrine généreuse qui me sert de maître étalon dans mes ambitions féminines enfantines. Je parade dans la grande salle au milieu des saisonniers, bras tendus devant moi en proclamant haut et fort que je veux des seins grands comme ça. Éclat de rire général, je ressemble toujours à une crevette haute comme 3 pommes dans mon bikini bouffant à froufrou bleu et blanc. Mes premiers pas sur scène. J'ai 12 ans. Au collège, dans les vestiaires des filles, toutes mes copines ont un soutien-gorge, pas moi. Bon, c'est inutile, mais je m'en fiche, j'en veux un aussi, pour être comme elle, pour avoir l'air d'une grande, pour être différente de ma sœur de 5 ans, ma cadette, pour qu'on ne me prenne plus pour une enfant. Ma mère, qui a brûlé ses soutiens-gorge, fait d'abord la sourde oreille à ma demande, avant de m'expliquer que je devrais profiter de cette liberté, que durant toute ma vie de femme, je subirai ce carcan et serai soumise à bien d'autres contraintes que je n'arrive pas à imaginer encore. Je m'obstine, elle abdique. Ce sera un modèle blanc nacré en coton 70A. J'ai 12 ans toujours. J'ai mes règles pendant le cours de gym.
un short blanc, la tache, la fin de l'innocence, le début des emmerdements, la découverte de mon corps, les premiers tampons. L'inquiétude et le gouffre s'ouvrent devant moi. Je ne peux plus revenir en arrière. Ma mère avait raison. J'ai 12 ans encore, un appareil dentaire et une paire de lunettes. Je me fais discrète derrière mon armure tout en tentant mes premières expériences capillaires avec des coupes de cheveux aux résultats peu glorieux. L'adolescence est une période ingrate, mais princesse un jour, princesse toujours. Je rêve ma vie sur l'écran géant de mon imaginaire, dans la suite que mes parents m'ont aménagée dans cette maison isolée aux abords de la forêt. Je patiente en attendant de sortir de ma chrysalide. Je noircis des pages et des pages de journaux intimes que je garde sous clé. Et quand je ne rêve pas, je me planque dans le placard à chaussures sous l'escalier où je passe des heures au téléphone avec mes copines jusqu'à ce que ma mère, suivant le fil du téléphone en bakélite orange, remonte jusqu'à ma planque et me déloge en me fourrant sous le nez un post-it au message explicite « Le téléphone, ce n'est pas gratos », interrompant brutalement nos conversations fleuves. J'ai 16 ans. Au lycée, je me libère du contrôle parental. Je ne suis plus la fille de la maîtresse qui mange à la cantine du collège avec mes profs, mais enfin une ado parmi d'autres. Je me fonds dans la masse tout en cultivant ma singularité. Je grille mes premières clopes en cachette. Je vais au café avec mes copines. On boit du jus de pomme dans des verres à cognac, en fumant des Marlboro Light sans S, tandis que Sweet Dreams résonne comme un leitmotiv. Je garde les autres à distance et ferai preuve d'impertinence, souvent pour cacher une timidité olympique. Je continue de coucher sur le papier mon quotidien en Haute-Saône, que je romance plus ou moins alors. Le soir, dans mes appartements, je rejoue les épisodes de la journée en réécrivant les dialogues, en assurant la direction des acteurs en véritable autocrate pour que mes rêves rentrent dans le cadre trop étroit de ma réalité. C'est aussi à ce moment-là que mes hormones s'emballent. Finalement, les garçons ne sont peut-être pas aussi stupides que je le croyais jusqu'alors. Je commence à m'intéresser à la question. S'ouvre alors un épisode de marivaudage assez classique qui mettra mon père dans tous ses états. Je ne suis plus une petite fille. À partir de là, il fera passer des entretiens draconiens à tous ceux qui prendront le risque de franchir le seuil de la maison avec, en préambule, le test imparable de la poignée de main, souvent jugée trop molle, qui atteste selon sa méthode un invariable manque d'ambition, doué d'une petitesse de vue et recale systématiquement le candidat. J'ai 17 ans. Mes parents sont partis pour la journée avec ma sœur et mon frère, m'offrant une fenêtre de tir unique. Je suis amoureuse, ou du moins j'aime bien cette idée. Depuis quelques semaines, je sors avec un garçon qui me donne des papillons dans le ventre. Il est grand, brun, avec une coupe à la Robert Smith. Il est en première S, il fait de la photo et de la voile, du vélo, et il a son permis. J'ai tout organisé, prévu et imaginé. On pique-nique dans le jardin, mais nous n'avons faim que de nos peaux et de nos caresses. On abandonne les reliefs du repas pour laisser libre cours à nos envies. Dans ma chambre au papier peint nuageux, entre les affiches du Grand Bleu, je perds ma virginité cet après-midi-là, au début de l'été. En fin de journée, des copains de passage nous retrouvent en tenue d'Adam et Ève pour nous embarquer dans une soirée improvisée. On fête le bac de français. Moi,
J'aurais préféré garder ce moment doux et fort à la fois pour moi, pour y repenser, le disséquer, le digérer. Mais c'est un rite de passage, un point de bascule qui chamboule tout dans nos vies adolescentes. Accueil en fanfare à la soirée, la nouvelle se répandant comme une traînée de poudre. Voilà, ça y est, je fais partie du club. J'ai couché avec un mec. Je progresse immédiatement dans le classement des meufs du lycée. Je deviens une candidate sérieuse dont la conquête vaut désormais pas mal de points. Un acte prémédité dont le secret n'aura pas échappé à ma mère non plus. Mon père, qui sent que les choses lui échappent encore un peu plus, fera semblant de ne rien savoir. J'ai 18 ans, je suis majeure, adulte et vaccinée. Je n'attends qu'une chose, avoir mon bac pour quitter le nid, aller à la fac. Je ne supporte plus mes parents, que je trouve ringards et vieux jeux. Je suis une tempête dans la maison, les portes claquent, je tape des pieds, je hurle ma colère contre le monde entier à coups de noms d'oiseaux et autres joyeusetés. L'ambiance est électrique. Ma vie est une tragédie. Je suis assignée à résidence pour réviser mon bac et m'occuper de ma sœur et de mon frère de 5 et 9 ans, mes cadets, l'enfer. Le jour des résultats, je n'emmène pas large. J'ai rien fichu en philo pendant l'année et c'est coef 8. Si je me plante, c'en est fini de mes rêves de liberté. La sentence tombe. J'ai droit au rattrapage. Avec un 4 sur 20, je regrette amèrement toutes ces heures à écrire des scénarios de films qu'on n'aurait jamais tournés de toute façon, plutôt que de potasser Descartes et consorts. Le jour J, l'examinateur attend que je lui parle de Phèdre de Platon. À la place, je mobilise tout mon sens de la dramaturgie et de la passion et quitte la salle en claquant la porte. Encore. Ma vie est foutue. J'ai envie de mourir. Finalement, grâce à l'indulgence du correcteur, sans doute plus qu'à mes talents d'actrice, tout est bien qui finit bien. J'ai mon bac, à moi la liberté. J'arrive à Strasbourg. Je suis inscrite en fac de droit. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire de ma vie, alors pourquoi pas la fac de droit ? Je détonne un peu au milieu des étudiants en costume cravate et tailleur ajusté, avec mes jeans trop larges et mes t-shirts à message. Pour l'instant, j'ai juste envie de profiter de cette liberté nouvelle. Ma chambre, un meublé avec la douche sur le palier, est petite, moche et vieillotte, mais c'est mon royaume. Je passe plus de temps en soirée qu'en amphi et le week-end, je rentre sagement chez mes parents, laver mon linge et me faire chouchouter. À la fin de l'année, rebelote. Mais cette fois-ci, ça ne passera pas. J'ai planté mes examens et je suis fauchée comme les blés. Same player, play it again. À la rentrée suivante, je m'achèterai des bouquins, je découvrirai la bibliothèque, je prends les choses dans le bon sens et j'enchaînerai les années jusqu'à ce que mon mécène paternel déclare la fin de la partie. À 26 ans, après avoir usé mes jeans en droit, Sciences Po et sociaux, il était peut-être enfin temps que je prenne mes responsabilités et que j'aille bosser. J'ai 27 ans. Je fais mon entrée dans le monde du travail. Un choix entre hasard et opportunité. J'ai envie de travailler dans une tour d'ivoire pour observer et disséquer le monde. Je vais me coltiner la réalité de plein fouet, aux côtés de ceux, accidentés de la vie souvent, qui ont besoin d'un GPS pour trouver leur voie. Avec mon sens très prononcé de la désorientation, les sorties de route sont fréquentes au début. Mais j'apprends vite. Et j'incarne un nouveau personnage de working girl, tailleur et cheveux courts à la garçonne.
Faites demi-tour dès que possible. Le message clignote en arrière-plan sur mon écran. Je rends mon tablier après une quinzaine d'années de parcours en programme, de dispositifs en organigramme, de découvertes en rencontres. Et je coupe le sifflet de mon GPS. Cette fois-ci, c'est moi qui décide, en toute liberté, dans un exercice d'équilibriste du quotidien, pour raconter des histoires, toutes celles que je porte en moi, et toutes les autres aussi, en images et en mots. Je trace enfin ma route. Je suis désormais une femme indépendante. J'ai 28 ans. Je me marie pour la robe et la cérémonie. Au moins une fois dans ma vie, se vautrer dans le cliché, jouer à la princesse encore. Je succombe alors que l'idée du mariage m'horripile. Je ne suis pas du tout sûre d'avoir choisi le bon cheval et ce n'est pas comme ça que j'imagine ma vie. J'ai dit oui parce qu'on prenait l'apéro dans le jardin, qu'il faisait bon et qu'on avait envie de faire la fête. Ce qui ressemblait à un prétexte s'est transformé en piège à loup dont les mâchoires se sont impitoyablement refermées sur moi. J'ai dit oui. J'aurais pu revenir en arrière, dire que finalement non, mais je n'ai pas osé. Et puis je cochais encore une case dans la liste des choses qu'on attendait de moi. Du moins, je le croyais. J'ai toujours eu le chic pour me corseter trop serré et revisiter la réalité. Pour faire passer la pilule, ma meilleure amie, enceinte jusqu'au cou, m'embarque dans un marathon d'essayage de robes. Et puisqu'on ne se marie qu'une fois, autant tout tenter. La couleur, la dentelle, les jupons, la traîne, les froufrous. Je passe l'ensemble des modèles du magasin. Bon, c'est du sport à enfiler, mais ça en vaut la peine. La vendeuse est déconfite devant nos fous irrévérencieux à chaque levée de rideau. La veille du jour J, il pleut et le ciel est gris. Je n'ai pas envie d'y aller, je voudrais tout annuler. À 11h du soir, je marine dans ma baignoire, j'ai mal au ventre. Je croise les doigts pour une appendicite opportune. Mais c'est juste la contrariété qui a du mal à passer. Le jour J, dans ma robe, j'ai l'impression d'être Lady Di. Port de tête altier, sourire, j'endosse le costume à merveille. La photo est parfaite. Tout le monde est là. Ma famille, la famille adverse, les amis, les collègues. Et moi, jolie poupée au sommet de la pièce montée. Mais mon esprit est ailleurs pour tenter d'échapper déjà au guêpier dans lequel je me suis fourrée. J'ai 30 ans. Un enfant. C'est un garçon. Oh, pas une surprise ni un accident, non. Marié depuis 2 ans, l'éternelle question « Alors, c'est pour quand ?» revenant invariablement et au même moment, le réveil de l'horloge biologique qui retentit impérieusement. Et cette sonnerie résonne dans chaque cellule, dans chaque pensée, dans chaque geste. Elle aliène la raison et annihile toute autre possibilité. Elle trace une autoroute éclairée, sans aucune bretelle de sortie. C'est facile, c'est tout droit. Alors, ok, je prends un pari sur la vie. J'hiberne pendant 9 mois, tandis que mon corps prend des proportions éléphantesques. Je me demande jusqu'où ça va aller, j'ai peur d'exploser. J'arrête de me regarder dans le miroir. J'essaye d'imaginer à quoi, à qui cet enfant va ressembler. Quel sera son caractère? Sera-t-il médecin? Philosophe? Musicien? Écrivain? Garagiste? Astronaute? Toutes les hypothèses sont ouvertes. En revanche, je sais comment il va s'appeler. Antoine. Le 30 avril 2003, chacun déballe ses cartons.
Son père dans notre nouvelle maison à la campagne et moi à la maternité. L'espace-temps se dilue entre les couches, les biberons et les nuits sans sommeil dans une atmosphère caniculaire. Je découvre jour après jour ce que veut dire être mère. Dans la nuit, le tonnerre gronde, la pluie délave les rêves et les éclairs, dernière pulsation, peu à peu s'éteignent. Et puis, la caresse du vent, le murmure des vagues, la promesse de l'aube. J'ai traversé la maternité comme on collectionne les images Panini, en spectatrice de ma propre vie dans un rôle de composition particulièrement exigeant, en admiratrice des femmes autour de moi qui, malgré les hauts et les bas du quotidien, goûtaient leur bonheur de mère à pleines dents, en usurpatrice camouflant grossièrement les failles, les fêlures et les doutes comme des abysses. J'ai coché toutes les cases, acheté tous les équipements, lu tous les Laurence Pernoud. Ça n'a pas marché. J'ai collectionné les faux semblants, rusé avec le présent, joué à la maman, comme autant des... On disait qu'on était... Sauf que là, c'était pour de vrai. Impossible de quitter le costume une fois endossé. Trop tard pour se rendre compte qu'il était sans doute mal taillé, à la fois trop grand et trop serré. Écrasé, mais dans l'impossibilité de me dérober, avec l'envie de le hurler sans me sentir autorisé à le dire ni l'écrire, sans causer un tremblement de terre, sans incendier mes racines, sans provoquer une éruption de souffrance autour de moi. Des mots qui me consumaient le cœur et le corps, un cri comme un blasphème. La profanation d'un modèle transmis de génération en génération. J'avais envie de tout envoyer valser, d'exploser le cadre, de reprendre ma liberté. Au lieu de ça, j'ai fermé les yeux et j'ai continué à avancer cas un cas avec ce caillou dans ma chaussure, de plus en plus gros, de plus en plus lourd, de plus en plus saillant. Le diagnostic est rapidement tombé, implacable. Une atrophie de l'instinct maternel, un débordement d'absence, un vertige immense face à mon vide intérieur, une paralysie de la spontanéité, de l'inné, une anomalie, une tache sur mon CV, une erreur dans ma lignée. Mais peut-être que j'avais trop idéalisé, que pour toutes les femmes de ma tribu, ma mère, mes grands-mères, mes arrière-grands-mères, ma sœur, ma belle-sœur, que je voyais comme des icônes dans leur genre, tout n'était pas si parfait que ça, que le tourbillon d'émotions était là aussi. Sauf qu'elle semblait maîtriser les dérapages, surfer sur la houle et avancer sur le fil du quotidien quand ça me demandait une énergie colossale, quand je n'arrêtais pas de trébucher, quand l'obscurité prenait le pas sur la réalité. Alors, je me suis appliquée, mais ça m'a dévorée. Je surveillais chacun de tes souffles, chacun de tes gestes, chacune de tes expressions, jusqu'à l'obsession, en fusion pour maintenir coûte que coûte ce cordon qui nous avait liés pendant 9 mois, pour tenter d'y déceler le moindre indice, un semblant de notice. Tu étais un mystère pour moi. Et pourtant, j'étais fermement convaincue que j'étais la seule à pouvoir comprendre et répondre à tes besoins. Parce qu'au fond, j'espérais que tu me ressemblais, que mes désirs et les tiens ne feraient qu'un, par orgueil et par facilité, comme un copier-coller. Alors, j'ai construit un rempart autour de nous, une coquille d'œuf, un cocon invisible. Personne ne pouvait t'approcher sans ma permission, même pas ton père. Je voulais te garder sous verre, te protéger des salissures du monde, des coups de griffe de la vie. Un bébé bulle,
une poupée. Je voulais que tout soit parfait. Pour la fille de la maîtresse première de la classe, aucun faux pas n'était admis. Je voulais une réalité sur papier glacé. Je vivais dans un idéal inatteignable. Jamais satisfaite, toujours déçue, en attente d'autre chose, de mieux, de plus exigeant, de plus joli, de plus joyeux, regrettant le passé, anticipant le futur et manquant le présent. À côté de la plaque, paradoxale, désireuse d'une relation affective tendre et complice, tout en construisant autour de toi une cage avec des barreaux épais de ce que je croyais être un amour inconditionnel. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Je me suis trompée de chemin. J'ai tordu les aiguillages avec acharnement jusqu'au bout, en me disant que forcément, à un moment, on allait finir par y arriver tous les deux. Erreur. Tu as grandi à côté de moi, dans ton univers parallèle, dans un monde pour lequel tu étais le seul à avoir la clé. Je te lisais des histoires que tu entendais sans vraiment écouter. Tu t'échappais, déjà. À l'école, chaque année, tu calculais tes efforts et négociais chaque ligne d'écriture. Les mêmes remarques sur tes bulletins de la maternelle au lycée. Le petit garçon souriant qui rêvait trop est devenu un jeune homme indifférent à l'existence, imperméable au savoir et indolent. J'ai d'abord cru à un acte de rébellion, une façon de t'affirmer, d'exister. En réalité, le monde a toujours glissé sur toi et rien ni personne n'a eu de prise pour percer ta carapace. Plutôt jovial en société, le temps d'une soirée, tu te parais d'un flegme olympique au quotidien, esquivant les questions et travestissant la réalité avec un aplomb en béton armé. Même quand tu savais que personne n'y croyait, même quand tu étais face à tes contradictions, tu n'abdiquais jamais, ne demandais jamais pardon. Tu aurais pu faire machine arrière et revenir sur des rivages plus sereins, construire des relations, tisser des liens. Mais non, tu as vécu à l'hôtel de la vie sans attache ni perspective. Tu as claqué la porte le 13 mai 2023, sans dire un mot ni un au revoir. Tu as disparu des radars, silence radio. Tu t'es évaporé dans un halo de fumée hallucinant. Le caillou dans ma chaussure s'est transformé instantanément en trou noir au milieu de mon ventre. Il m'aspire sans cesse vers le vide, le néant, la mort. Alors, je jette l'encre sur le papier pour tenter de m'ancrer un peu dans la réalité. J'essaye de revenir à la surface, percevoir à nouveau les couleurs, sentir le souffle du vent, respirer à grandes goulées après des semaines en apnée. Des semaines et comme des mois, des jours comme des années, des heures comme des siècles. Englué dans une poix épaisse, j'évolue dans un brouillard cognitif permanent. Les bruits du monde me parviennent étouffés du fond du puits dans lequel je me suis tapi, à l'abri, en sursis. Au début, lorsque je remonte à la surface, la réalité m'éclabousse, j'écume et j'écope, jusqu'au moment où, croyant être enfin au niveau de la ligne de flottaison, je replonge illico. Une algue géante est enroulée autour de ma taille, cordon ombilical visqueux qui m'empêche de m'enfuir assez loin pour rejoindre les rives d'une réalité apaisée. Je suis condamnée à évoluer dans cette angoisse amniotique. Alors je navigue en eau trouble, je tire des bords entre le fond du puits, au sec, au calme, dans un espace juste à moi d'une morbidité accueillante, et la margelle à laquelle je m'accroche du bout des doigts, tandis que le puits se remplit de larmes.
Je cherche un itinéraire bis pour la Perséphone que je suis devenue. Je me consume à l'intérieur en tentant de faire bonne figure à l'extérieur. J'avance sur un fil, prudemment, pour ne pas glisser, avec en même temps l'envie furieuse de me laisser choir. Je vis en suspension, au bord du vide. Chaque jour est une régate immobile. Les bords s'enchaînent, mais je reviens toujours au même port d'attache. Alors, j'essaye de faire semblant, de nier l'évidence, de me voiler la face, de mettre un masque, de changer de casquette, d'inventer un nouveau personnage, comme si je n'avais pas d'enfant, comme si tout était normal. Mais ça ne marche pas. Il y a toujours un détail qui vient faire dérailler la réalité. Et me revient cette douleur lancinante en pleine figure, comme une porte qui claque. Après la panne d'essence, je me remets en mouvement. Je voyage à la rencontre d'un ailleurs, d'autres gens, et de cet autre qui est soi. Oh, un vaste chantier jamais achevé. Je prends l'avion pour changer d'air, fouler les nuages aux pieds, aller voir la mer et marcher dans les sables émouvants. Je respire l'air du temps, goûte la caresse du vent, m'absorbe dans la lumière et plonge dans cette eau translucide, chaude et salée aux accents amniotiques. Je reprends pied tout doucement en marchant sur des œufs. Je poursuis ma quête ailleurs, plus terre à terre, en train. Je m'immerge dans des villes, des espaces inconnus, dans une langue étrangère, ma valise dans une main et mon carnet dans l'autre. Je crie sur le papier toute la douleur que j'ai tant de mal à porter. Je me déleste à chaque escale des esquilles que j'ai dans le cœur. Sans anesthésie, le quotidien est éprouvant. J'en bave et j'en pleure des rivières de larmes qui charrient une angoisse que rien ne semble tarir. Vient la rentrée et le retour du train-train quotidien, je remplis le vide avec des plats. Je me dilue dans le travail pour m'oublier. Je mets un mouchoir sur la douleur. Je ne la nie pas, mais je la range aux côtés des preuves de vie que j'ai glanées pendant l'été sur la toile. D'aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais été très tactile, mais je donnerais cher pour te prendre dans mes bras. Juste une seconde. Mais aussitôt énoncée, l'idée m'apparaît totalement incongrue et mes désirs oxymoriques. Je comble à grands coups de fourchette le vide qui est désormais à demeure dans mon ventre. Mon corps s'expanse et s'efface. Il devient une enveloppe impersonnelle, un corps étranger. Face au trou noir, la faim ne connaît pas de fin. Elle est là, en permanence. La perte rajoute, et le poids de la douleur vient peser sur la balance. Les émotions débordent sans prévenir. Tout fout le camp. Plus rien n'est contrôlable. Mon corps m'échappe, il tire à hu et à dia, superpose les états entre maternité et ménopause. Je flotte et m'assèche à la fois. Je vis maintenant dans un corps mal taillé que j'ai du mal à regarder. Ce n'est pas moi. C'est juste une enveloppe de chair, quelque chose d'utilitaire et fonctionnel qu'il faut alimenter, laver et recharger en sommeil. Ce n'est pas moi. Ce corps ne me répond pas. J'ai perdu la connexion avec mes cellules. Je ne ressens aucun désir, aucun trouble. Toutes les fonctions sensibles sont éteintes. Et puis, tu réapparais par ricochet. C'est ton anniversaire. Ma mère t'appelle. Oh, surprise, tu décroches, tu as décroché. Elle me raconte que tu vas bien, tu construis ta vie tout seul comme un grand. C'est comme si le film reprenait son cours avec un nouveau scénario, comme si quelqu'un avait recollé la pellicule endommagée.
La scène de la sortie de route est supprimée du script. Chaque personnage poursuit sa vie en toute autonomie dans le rôle qu'il se construit. Et peut-être qu'un jour, nos chemins se croiseront par hasard ou par envie. Ici s'achève ce récit, mais la fin n'est que le commencement. C'est une histoire immuable, un engrenage perpétuel. Les générations se suivent dans un inlassable renouvellement, comme les vagues sur la plage. Des mères donnent naissance à des filles qui à leur tour deviennent mères, et ainsi de suite. L'histoire bégaye et s'écrit en forme de palimpseste. Les strates s'empilent au fil du temps. Mais parfois, une vague scélérate vient bousculer ce mécanisme, déchirant tout sur son passage, avant d'effacer une réalité que l'on croyait intangible, laissant la grève vierge. Une page blanche. Et c'est ce qui s'offre à moi aujourd'hui après avoir écrit et raturé pendant une vingtaine d'années l'histoire d'une mère et de son enfant. Merci.